Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant, car après, bien évidemment, vous serez libre de faire ce que bon vous semblera. Je le sais, vous le savez, nous sachons. Mesdames et messieurs, bienvenue dans d'Explorer, et aujourd'hui est un anniversaire, puisque nous fêtons le 50e épisode de l'émission. Ça fait 50 fois que je viens de vous balancer cette intro tendancieuse dans les oreilles, et j'en tire toujours autant beaucoup de plaisir, et j'espère que c'est aussi votre cas à m'écouter parler de cinéma et de séries. Et comme nous sommes sur un chiffre rond, comme il s'agit d'un anniversaire, comme nous avons un joli symbole de symétrie, à quel autre réalisateur contemporain le consacrer, sinon au réalisateur maniaco-dépressif le plus obsédé par la symétrie du cinéma contemporain, j'ai nommé Wes Anderson, qui revient dans nos salles avec The Phoenician Scheme, présenté il y a seulement quelques jours au dernier festival de Cannes. Il était temps, chers amis, que l'on aborde le cas Wes Anderson dans cette émission. Et oui, je dis bien le cas Wes Anderson, parce qu'en ce qui me concerne, ça fait 7 ans que je n'ai rien vu de ce qu'a pu produire ce réalisateur. Il faut dire que après le succès critique et public de The Grand Budapest Hotel, qui est un film qui m'avait laissé un peu froid, et après mon visionnage de L'Île aux chiens, qui est la dernière de ses productions que j'ai eu l'occasion de découvrir, j'en ai eu ras le cul, en fait, de Wes Anderson. Plutôt, j'en ai eu ras le cul de sa canonisation par certains spectateurs, qui avaient trouvé leur réalisateur à poster en permanence sur Pinterest et Instagram, parce qu'il y avait un peu de ça quand même, dans l'adulation qu'a suscité le parti pris esthétique, le Wes Andersonisme, résumons-le comme ça, cette espèce de symétrie, cette espèce de plasticité, cette artificialité, ces couleurs pastel, bref, quelque chose d'intemporel, d'à la fois très typique de l'époque et en même temps qui faisait en permanence référence à des produits culturels plus anciens. Je me sentais totalement éloigné de cette adhésion relativement massive, en tout cas au début. Et en ce qui me concerne, moi, j'y voyais là un réalisateur qui s'était contenté de la marque qu'il était devenu. C'est vraiment la manière que j'aurais de résumer ce que me faisaient les bandes annonces des différents projets de Wes Anderson depuis 7 ans. Je voyais un réalisateur qui savait comment filmer pour être reconnu. Vous savez, un petit peu comme ces marques qui ont des signatures, des publicités signatures, qui savent très bien que elles peuvent envoyer certains signes, elles peuvent user de certains symboles, et qu'immédiatement elles seront reconnues, qu'il y aura les pros, qu'il y aura les antis, et que finalement, c'est pas très important de chercher à se renouveler. Ce qui compte, c'est d'exister. En fait, c'est de trouver une singularité esthétique, quelque chose d'immédiatement reconnaissable. Et c'est ce qu'a fait, à mon sens, Wes Anderson durant ces 7 ans. Avec, si vous voulez, je me contentais des bandes annonces, encore une fois, mais je voyais un réalisateur qui ne cherchait même plus à esquiver la critique qu'il se répétait. En fait, vous voyez, il avait trouvé son style, il avait trouvé sa signature, et il allait la reproduire presque ad nauseam, en quelque sorte, quel que soit le contexte narratif de son film. En gros, peu importe ce dont ça parlait, ça allait toujours être filmé de la même façon, et c'est une posture qui personnellement m'agaçait beaucoup, d'autant que, je vous le disais, Wes Anderson n'a jamais été un réalisateur dont j'ai été très fan, parce que, paradoxalement, là où beaucoup voyaient dans ses films précédents, donc je parle de tout ce qui se passe avant L'Île aux chiens, puisque je n'ai pas vu la suite, il voyait donc dans son cinéma ces espèces de fables pleines de tendresse, pleines d'humour, avec un peu d'ironie. Personnellement, je voyais un travail de fabrication artisanale extrêmement poussé, mais qui, paradoxalement, dévitalisait totalement le propos. C'est-à-dire qu'il y avait un tel travail de construction esthétique de tout, cette espèce d'absence de droit à l'erreur dans les plans, vous voyez, le droit à l'erreur, le hasard qui donne aussi la vitalité quelque part à un plan, le fait parfois un acteur prend une décision et que la caméra, au lieu de faire ce qui était prévu, se met à le suivre, par exemple, ce qui va perturber, on va dire, ce qui était initialement prévu et qui va créer une dimension plus vitaliste, oui, quelque chose de vivant à l'intérieur du plan. Là, cette espèce d'approche extrêmement figée, extrêmement graphique, extrêmement fabriquée, c'est quelque chose qui interdisait, selon moi, toute possibilité du hasard, toute possibilité de beauté inattendue.
et posait son réalisateur, Wes Anderson, comme étant une sorte de démiurge qui contrôlait totalement son univers, et avec un certain égotisme d'ailleurs par ailleurs, parce que cette idée que le réalisateur est un créateur absolument tout-puissant et qu'il est hors de question qu'il y ait des éléments extérieurs à son propre imaginaire qui viennent interférer avec son acte créatif, qui aurait donc quelque chose de divin, de tellement important et de tellement sublime en soi, qu'il ne faudrait absolument pas le perturber et respecter donc scrupuleusement voilà cette symétrie, cette perfection, ce préfabriqué en fait, hein, en quelque sorte. Voilà, c'est quelque chose, je le dis de manière un peu violente, hein, j'en ai conscience, mais c'est vraiment quelque chose qui m'exaspérait. Et puis, il y a eu des échos à Cannes, concernant The Phoenician Scheme. Oui, je le dis comme ça, ça me fait beaucoup rire d'insister sur la fin, de glisser une petite référence que celles et ceux qui connaissent auront plaisir à retrouver. The Phoenician Scheme, du coup, il y avait des échos, je disais, à Cannes, sur le fait que c'était un film plus violent qu'à l'accoutumée, voilà, qui avait une proposition, quelque chose de beaucoup plus mordant, c'est-à-dire qu'on sortait de la simple tendresse, un peu, voilà, le regard presque naïf, hein, porté sur le monde contemporain, et on allait s'intéresser à des problématiques plus difficiles, à des sujets plus complexes, et donc avec une survenue de violence à la fois morale et graphique plus importante. Je me suis donc dit que c'était l'occasion de me refrotter à ce réalisateur que j'avais délaissé, et si vous voulez, sortant tout juste de la salle au moment où je réalise cet épisode, je peux pas dire que j'ai détesté le film. En fait, l'impression qu'il m'a fait est la même que celle de tous ces autres films, à savoir, vous voyez, cette idée que j'ai passé un moment très plaisant avec cette voix. C'est vraiment ça, oui, c'était très plaisant, c'était très divertissant, c'était amusant, c'était rythmé, il y avait des jolies couleurs, et puis le travail des plans est tout de même assez sublime. Voilà, il y a un très joli travail de composition, de création esthétique, vous voyez, quelque chose de l'ordre du bon goût, en fait, pour sortir un peu de la blague, qui m'avait, encore une fois, exaspéré dans ses films précédents, cette espèce de bon goût un peu aristocrate, en fait. Hein. Voilà, je dis pas que c'est le cas de toutes les personnes qui adhèrent à l'esthétique de Wes Anderson, et je parle sous le contrôle de quelqu'un dont je sais qu'il va écouter cet épisode et qui est très très fan. Ce n'est pas toi que j'accuse en disant ça, mais il y a quelque chose à un moment donné de ça fait bien d'aimer Wes Anderson, quoi. C'est un peu cool, quoi. Voilà, ça y est, il a été canonisé comme faisant partie du paysage esthétique, et c'est tout à fait plaisant. Voilà, c'est le côté un peu, c'est réalisateur quotidien, vous voyez, de l'émission Diane Barthez, vous voyez, il y a un peu ce truc-là, voilà, c'est le bon goût, voilà, que d'aimer Wes Anderson, et il y a toujours cet aspect-là, évidemment, mais au-delà de l'exaspération que ça peut susciter, et de la moquerie un peu dont je peux faire preuve, il faut vraiment qu'on se penche, je pense, sur cette esthétique, parce que il est très facile, avec un réalisateur aussi graphique et esthétique que Wes Anderson, de simplement se contenter, en fait, de la périphrase, pour parler de son cinéma. C'est-à-dire que quand vous avez un réalisateur visuel qui, on va pas se mentir, l'intérêt de ses films repose quand même sur ses images et sur son découpage, en tout cas en ce qui me concerne, pas du tout sur l'émotion et la narration pure, en tout cas pas dans celui-ci. Il est très facile de dire, oui, alors en fait, voilà, il y a un travail de la symétrie, il y a un travail de la composition, etc. Certes, mais ça ne nous dit pas pourquoi est-ce que Wes Anderson a développé de façon quasi obsessionnelle ce style de film en film. Encore une fois, quel que soit le contexte. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que, très souvent, vous avez des metteurs en scène, évidemment, et des metteuses en scène qui ont une patte esthétique, mais ils vont écrire des scénarios de différents registres. Par exemple, certains beaucoup plus sombres, certains avec une certaine ironie ou une tendresse, et ils vont adapter leur mise en scène, même si elle est reconnaissable. Là, pas du tout. Dans le cas de Wes Anderson, c'est-à-dire qu'on a un metteur en scène qui sait très très bien ce qu'il est en train de faire, et qui décide que sa démarche vaut quelle que soit l'histoire qu'il raconte. Donc c'est intéressant de voir un metteur en scène qui impose une démarche qui, quelque part, est totalisante, une démarche esthétique et graphique. Et en fait, la réflexion que je me suis faite en regardant donc ce nouveau film, The Phoenician Scheme, c'est qu'en fait, on avait vraiment affaire à un film graphique, au sens où je sentais, je voyais quelque part, le storyboard à tous les plans du film. Et c'est quelque chose de très étonnant. Donc vous savez, le storyboard, qui est un document préparatoire de tournage, où beaucoup de metteurs en scène n'en font pas, d'ailleurs, mais où en gros vous avez des plans qui sont prédessinés et on va les reproduire. Voilà, on a prédécoupé l'enchaînement des plans. Et en fait, ce qui est très frappant
dans The Phoenician Scheme, et c'est le cas pour tous ces autres films, mais là ça m'a vraiment pété à la gueule, peut-être parce que sachant que j'allais faire un épisode dessus, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à la démarche de Wes Anderson, c'est qu'en fait, il n'essaye même pas de cacher le fait que ses plans préexistent. Vous voyez, il n'essaye même pas de cacher le fait que ses plans sont des dessins. Et c'est là, en fait, que j'ai pris conscience de quelque chose qui avait déjà été dit, mais j'ai vraiment pu l'expérimenter pour moi-même, à savoir que, en fait, le cinéma de Wes Anderson, c'est filmer de la bande dessinée. Mais au sens propre. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que les plans très symétriques et très carrés évoquent évidemment des cases de bande dessinée, c'est même pas sur cet aspect-là, selon moi, qu'on ressent vraiment la démarche, c'est tout simplement sur l'enchaînement, sur les mouvements de la caméra elle-même, qui produit une narration, qui est en fait une narration d'image fixe en image fixe, qui est typique de la bande dessinée. Et en fait, ce que j'ai ressenti en regardant ce film, c'est exactement la même sensation que lorsque je lisais des BD petits. Vous voyez, c'est comme si Wes Anderson prenait ce moment où vous lisez une bande dessinée, vous regardez une succession d'images fixes, et en fait, c'est votre cerveau qui va créer le mouvement entre les images. Et c'est comme si Wes Anderson adaptait cet instant-là précis. Ce moment où c'était l'imaginaire, votre imaginaire, qui générait l'histoire, sa mobilité, son mouvement, sa poésie, donc graphique. Et comment est-ce que tout ça pouvait se mettre en mouvement. Et c'est là où vraiment j'ai compris que on avait un réalisateur qui assumait totalement d'avoir une démarche esthétique enfantine. Non pas infantile, dans le sens où ce serait négatif parce qu'il penserait comme un enfant, mais enfantine, dans le sens où son processus narratif lui-même est un processus narratif d'enfant. En tout cas, moi, personnellement, je lis beaucoup moins de bandes dessinées aujourd'hui, donc c'est quelque chose que j'associe beaucoup à l'enfance. Ce truc de voir des images fixes et de me raconter une histoire et un mouvement par succession d'images fixes. C'est quelque chose que j'ai énormément expérimenté, par exemple, en jouant avec des Lego ou des Playmobil, qui, pareil, sont des objets fixes, entre guillemets, auxquels j'inventais un mouvement. Et au-delà de la fixité de l'image, je pense que cette fixité, il faut aussi l'analyser dans le jeu des comédiens, qui est très particulier dans le cinéma de Wes Anderson, c'est-à-dire que tous les mouvements sont extrêmement découpés, extrêmement secs, ce qui est assez étrange si on compare à un réalisateur qui ne peut pas être plus aux antipodes de Wes Anderson que peut l'être Abdelatif Kechiche, par exemple, qui est un metteur en scène où, par exemple, vous avez un personnage qui boit un verre d'eau, et pendant qu'il boit un verre d'eau, il y a quelqu'un qui va lui parler, donc il va se tourner, et puis il va avaler de travers, etc. Vous voyez, il va y avoir du désordre. Le corps de l'acteur va être soumis à un désordre et à une vitalité. C'est l'inverse chez Wes Anderson. C'est-à-dire que quand vous avez un personnage qui boit un verre d'eau, tout le corps de l'acteur est mobilisé dans une espèce de rigidité presque de machine, en fait, d'automate, pour boire le verre d'eau. Le style graphique de la bande dessinée, le mouvement des acteurs, en fait, Wes Anderson est un réalisateur de films d'animation. Et il a déjà fait de l'animation en stop motion, que ce soit dans L'île aux chiens ou dans ce qui est mon film préféré de sa filmographie, Fantastic Mr. Fox. Wes Anderson est un metteur en scène qui réalise de l'animation avec des acteurs réels. C'est-à-dire que il les fait jouer de la même manière qu'il déplace ses figurines de stop motion. Et prenant conscience de ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que là, on a vraiment un réalisateur qui assume totalement qu'il est un enfant, qu'il n'a jamais cessé de poser un regard d'enfant sur les choses, et donc maintenant qu'il est adulte et qu'il raconte des histoires, il va le faire à la manière d'un enfant. C'est-à-dire en reproduisant la création de l'esprit de l'enfant. Que ce soit lorsqu'il lit des bandes dessinées et que par son imagination, les cases s'animent et produisent du mouvement, ça il va le reproduire dans son découpage, ou alors en jouant avec des figurines. Et il va reproduire
cette impression de rigidité propre aux figurines avec le corps de ses acteurs. On a un réalisateur qui fait de l'animation avec des acteurs réels. Et comprenant ça, donc, je me suis dit, ça explique pas mal de trucs. Notamment la pauvreté thématique de ces films. Parce que là, ok, très bien, j'ai pris conscience d'un réalisateur qui revendique une démarche, qui assume tout à fait, voilà, un positionnement artistique qui est intéressant, d'ailleurs, de se dire, voilà, notre regard d'enfant ne se perd pas, et donc il convient de le reproduire et de raconter les choses à la manière d'un enfant. Et c'est pas quelque chose de très dérangeant, en général. Là où ça me pose plus problème dans le cas d'un film comme The Phoenician Scheme, c'est que il prétend à une forme de maturité et d'exploration de la violence. Le résumé de ce film, c'est que vous avez un investisseur, une espèce de mania de l'industrie, joué par Benicio del Toro, qui s'appelle Zaza Corda, qui veut construire en Phénicie, d'où le titre, si vous voulez, une espèce d'énorme réseau de barrages, de routes, de transports, voilà, de trains, pour exploiter en fait la région. C'est-à-dire que vous avez un capitaliste colonisateur qui vraiment veut s'approprier en fait toutes les richesses de cette région-là du Moyen-Orient. On est à peu près, je pense, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, quelque chose comme ça. Et vous avez tous ces adversaires industriels qui vont tout faire pour l'en empêcher, en s'en prenant à son projet. Alors, de manière indirecte, par exemple en augmentant le cours des matières premières, ce qui va faire que le projet va quadrupler de budget, puisque les clous coûtent plus cher, le fer coûte plus cher, etc., etc., ou en essayant de l'assassiner, puisque c'est le ressort comique principal de ce film, à savoir que Benicio del Toro échappe à la mort en permanence, au fur et à mesure du long métrage. Et la manière dont Wes Anderson va construire son histoire, reprenant en fait l'esthétique de la bande dessinée et l'appliquant à sa narration, c'est qu'il va la construire par une succession de petites scénettes, vous voyez, de petites historiettes, à la manière des BD de Garfield à la fin des journaux, vous savez, ou de Snoopy, tel que c'était publié à l'époque. C'est-à-dire que vous avez, en gros, 10 minutes, voilà, où on est avec tel personnage, et puis ensuite, comme si c'était le journal de la semaine suivante, vous voyez, on va avoir 10 minutes avec un autre personnage, tout aussi haut en couleur, tout aussi amusant, tout aussi, voilà, qui va nous offrir une scène dans un décor fantasque, différent, etc., etc. Et donc vous avez un découpage extrêmement rigide, en fait, de la narration, qui correspond à un parti pris feuilletonnant, que d'après ce que je comprends, du coup, il avait déjà développé dans The French Dispatch, qui pareil était un film polyphonique, entre guillemets, où il y avait beaucoup de personnages et d'histoires différentes. Et là, en fait, il reproduit ça, mais avec un fil conducteur, qui est donc le personnage de Benicio del Toro, qui va essayer de convaincre ses investisseurs de combler le gap, qui est une expression économique, voilà, donc investir plus pour que le projet puisse se faire malgré tout. Et donc, cette narration, on va pas se mentir, même si elle a une justification tout à fait plausible par la démarche de la mise en scène, de bande dessinée, voilà, de dessin de presse, elle est quand même assez redondante. C'est-à-dire que très vite, en fait, c'est pas que le film n'a pas de suspense, mais en fait, t'as une reproduction du schéma narratif, un petit peu comme si, voilà, t'avais des étapes, très clairement des étapes d'un mode d'emploi, voilà, du scénariste. Donc t'as la scène avec machin, t'as la scène avec truc, t'as la scène avec bidule, t'as la scène avec truc muche, et si on colle tout, ça va former une histoire, ce qui à mon sens est un petit peu limité, d'autant que les scènes n'ont pas du tout toutes le même niveau d'implication dramatique et narrative pour le spectateur. Il y a vraiment des scènes dont on se fout complètement. Et c'est une manière finalement de, à travers les décors et ce type de personnages qui appartiennent tous à la grande bourgeoisie, et on va s'intéresser un petit peu là-dessus parce que c'est vraiment pour moi le gros point négatif du film, on va en fait avoir un déploiement de références à toute une esthétique de l'illustration coloniale. Voilà, on va le dire comme ça, c'est-à-dire, vous savez, ces touristes américains ou anglo-saxons qui partaient en vacances en Égypte dans les années 50, qui étaient dans les bars de nuit, où les gens avaient leurs petits bonnets rouges, etc., avec des pompons. Vous voyez, c'est tout cet imaginaire-là, en fait, graphique, est convoqué
de façon, et c'est là où ça devient vraiment un problème à mon avis, totalement dépolitisée. C'est-à-dire que Wes Anderson, fidèle à sa démarche de regard enfantin sur la violence du monde, et là ce qu'on nous raconte est quand même d'une extrême violence, parce qu'on parle de la conquête coloniale par un capitaliste étranger qui va en gros mettre les pays à feu et à sang et réduire tout le monde en esclavage, ce qui est quand même son plan, hein. Je veux dire, donc c'est un beau salaud, et à aucun moment, les conséquences réelles des actes de ce mec ne vont être abordées par Wes Anderson. C'est-à-dire que Wes Anderson nous raconte la colonisation du point de vue des magnats de l'industrie. Voilà. La population, les ouvriers, le personnel, les Arabes, à un moment donné, il faut le dire comme ça, n'existent pas, en fait, dans ce monde. Alors, il y a effectivement un personnage autochtone, mais c'est le roi. Hein, c'est le roi de l'endroit, parce qu'il faudrait quand même pas montrer la population qui va réellement être impactée par ça. Donc, si vous voulez, on a un film qui aborde de façon tout à fait fabuliste et tout à fait irréaliste des phénomènes politiques réels, hein, parce que ça a vraiment eu lieu, en fait, hein, même si ça n'a pas eu lieu ici, ça n'a pas eu lieu de cette manière-là, et ça n'a pas eu lieu par telle personne, ça a réellement eu lieu. Et en fait, il est tout à fait frappant de voir, et c'est là où on en revient à mon bon goût aristocratique que je disais un petit peu avant, que j'évoquais un peu avant, c'est qu'on a un auteur qui est beaucoup plus intéressé par l'esthétique des choses que par leur symbolique. Et ça, je trouve que c'est un énorme problème, et c'est là où j'arrête de rigoler, entre guillemets, avec Wes Anderson. Et que pour moi, ça devient un réalisateur naïf sur ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand tu reproduis cette esthétique-là, dans le contexte tel que tu l'abordes dans ton scénario, en fait, c'est pas neutre. En fait, les esthétiques, les symboles, les références aux choses, elles ont une histoire. Quand tu produis une esthétique comme ça, sur des personnages de ce type qui sont dans cet endroit du monde, il y a tout un contexte historique qui vient derrière. Parce que ces images, elles ont existé. Et Wes Anderson, qui est dans un fantasme de déconnexion avec le réel, parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça. Je veux dire, Wes Anderson, alors, il peut dire ce qu'il veut en interview. Moi, quand je regarde ces films, je ne vois absolument pas le regard de quelqu'un qui est en contact avec l'actualité, qui est en contact avec ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, je vois un metteur en scène qui est dans sa maison de poupée, qui est en train, en effet, de travailler à une démarche esthétique qui est intéressante, qui est l'intemporalité du regard enfantin. Mais, pardon, mais Wes, tu es une grande personne. Donc en fait, si tu veux faire des films de grandes personnes, comme The Phoenician Scheme, qui se veut être un film pour adultes, entre guillemets. C'est un film violent, qui aborde de façon extrêmement complexe, qui aborde de façon sérieuse et stricte un sujet économique. C'est quand même pas un film destiné aux enfants. C'est tout à fait étonnant qu'il y ait un énorme absent dans ce film, qui soit la population sur laquelle ce plan économique va s'exercer. C'est-à-dire que c'est un film sur les aristocrates. Encore une fois. Parce que, comme Wes Anderson fait référence aux arts graphiques et a un rapport avec, d'ailleurs c'est ce qu'il nous montre dans le générique de fin, hein, avec la peinture, avec la décoration d'intérieur, avec de l'art en fait, qui n'est jamais en situation. C'est-à-dire c'est un art qui s'absente de la réalité, qui se substitue à elle. Et moi je suis désolé, mais c'est un problème. Parce que quand tu regardes un film comme The Phoenician Scheme, qui aborde un sujet comme celui-là, tu te demandes à quel point est-ce que t'as un réalisateur qui produit une esthétique parce qu'elle lui plaît, parce que c'est un enfant, je veux dire, il se rend pas compte des trucs, et à quel point c'est un réalisateur qui, en reproduisant cette esthétique, veut reproduire ce qu'il y a derrière. Tu vois ? C'est-à-dire que, moi je suis allé le voir avec ma moitié, le film. Et ma moitié, qui dit toujours des choses très intelligentes, m'a dit, c'est marrant parce que ça ressemble à Pauvre créature,
de Yorgos Lanthimos, qui aussi avait quelque chose d'extrêmement fabriqué. Mais sauf que dans Pauvre créature, qui pareil raconte le parcours d'une aristocrate, etc. Dans Pauvre créature, le sort des classes prolétaires, il est abordé. En fait, les pauvres, ils sont montrés dans Pauvre créature. Dire que Pauvre créature a beau être un film fantasmagorique, esthétiquement parlant, c'est un film qui a conscience qu'il vit dans un monde. Là, Wes Anderson, c'est une bulle de savon, au-dessus du monde, déconnectée, qui n'est impactée par rien, même si, bon, le personnage principal est impacté, mais à aucun moment, la question de la moralité de ce qu'il fait, et les conséquences concrètes de ce qu'il fait sur le monde, ne seront évoquées. Dire ce mec est un salopard, en fait. Et Wes Anderson ne le traite pas comme ça. Parce que ce que voit Wes Anderson, c'est un extravagant. Et là, si vous voulez, on touche avec ce film à la limite du regard poétique sur le monde. À mon sens. C'est-à-dire que tout n'est pas juste une figure. Tout n'est pas juste une question d'esthétique. C'est pas possible, à mon sens, de voir les choses comme ça. C'est le devoir moral d'un réalisateur, une morale qui serait spécifique à l'art, de prendre conscience que son film existe dans le monde, que son film a des échos avec les symboles qui existent dans le monde, et qu'en fait, non, les films ne gravitent pas en dehors de l'histoire, de la réalité. Je suis désolé, mais... Je sais pas comment le résumer autrement, mais pour moi, il y a un problème, en fait. Il y a un problème avec Wes Anderson. C'est quand même tout à fait étonnant de voir un metteur en scène qui revendique à ce point-là n'en avoir rien à foutre de ce qui se passe. Ou en tout cas, peut-être que lui, personnellement, ça le concerne et que, voilà, il fait des choses dans son coin, mais en tout cas, dans ses films, c'est hyper frappant à quel point il y a une volonté d'abstraction de tout. Et autant je peux être un fan de l'abstraction, de l'usage de la symbolique, de la manière de, montrer comment l'imaginaire dialogue avec la réalité du monde, autant je ne suis pas d'accord pour dire que l'imaginaire triomphe sur le monde. Malheureusement, ça n'est pas vrai. Et en fait, c'est ça, grandir. In fine. C'est comprendre que ce que l'on souhaite, ce que l'on imagine, en fait, ça n'advient pas toujours. Parce que le monde est plus fort que nous. Et même si je suis pour, évidemment, qu'on puisse prendre des soupapes de respiration, du temps, pour respirer, hein. Il ne s'agit pas d'être confronté à l'horreur du monde en permanence. Je veux dire, c'est pas ce que je demande. Mais là, ça fait quand même beaucoup de soupapes de respiration. Ah ouais. Bilan en demi-teinte donc, pour mon retour à la filmographie de Wes Anderson, qui décidément est un réalisateur que je vais laisser continuer sa route dans son coin, parce que non. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé, j'espère que on pourra discuter de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes de podcast. Et moi, je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma avec, je l'espère, un réalisateur ou une réalisatrice qui proposera quelque chose qui me passionnera davantage. Parce qu'à un moment, ça va. On a compris, Wes. Tu peux passer à autre chose. Salut tout le monde.